Écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir été invitée aujourd'hui. Faire une conclusion, c'est, vu la richesse de ce qu'on a entendu ce matin, c'est vraiment un défi. Et pour ça, je pense que je vais vous présenter quelques aspects d'un projet qui peut reprendre l'ensemble des aspects qui ont été discutés aujourd'hui. Donc, je vous parlerai d'un projet qui s'appelle l'IPOS, International Panel for Ocean Sustainability. Donc, l'IPOS, notre objectif, c'est de reconnecter connaissances et décisions. Enfin, ce que je voulais dire dans cette première diapo, c'est pensons à l'année 2015. Pourquoi l'année 2015 ? C'était l'année de la COP 21. Et 10 ans après, c'est-à-dire en 2025, nous allons avoir pour l'océan un événement extrêmement important qui est l'UNOC. C'est la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan consacrée à ce qu'on appelle l'ODD 14. Mais l'année 2015, ça a été aussi une grande année pour l'océan parce que ça a été la première fois que l'océan a été introduit nommément dans le préambule de l'accord de Paris, et pas n'importe comment, en tant qu'écosystème. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que cette conscience que l'océan est un écosystème va peut-être évoluer vers un autre type d'appréhension qui est celle d'anthropo-écosystème. Alors cette année-là, il y avait aussi d'autres événements non moins importants qui étaient la première stratégie des objectifs du développement durable, qui se terminera en 2030. Et c'était aussi la première fois qu'il y avait un rapport mondial sur l'état de l'océan qui était organisé par Doualos, qui est l'instance qui s'occupe de la Convention de Montego Bay, qui est la Bible pour l'océan. Enfin, cette année-là aussi, a commencé les discussions sur l'ouverture d'une négociation éventuelle sur un aspect de la biodiversité, BBNJ, ça s'appelle, qui avait à voir avec non seulement un nouveau type de ressources qui avait été identifié, les ressources génétiques, mais aussi la capacité que nous avions, nous, espèces humaines, à imaginer des outils de protection comme les aires marines protégées et la gouvernance de cet ensemble associé à l'océan. Aujourd'hui, nous pensons, et nous sommes un certain nombre à penser, que la grande question qu'il va nous falloir prendre à bras-le-corps est celle de l'usage que nous ferons de l'océan demain. Cet usage, cette notion d'usage, justement, c'est en congruence avec ce qu'on appelle anthropo-écosystème. Si on considère à la fois la pollution, avec le plastique par exemple, ou l'intensification, l'artificialisation de la bande littorale, côtière, ou simplement tout ce que nous sommes en train de développer au fond des mers, pas seulement les câbles qui s'y déposent, mais aussi éventuellement une exploitation minière, ou tout ce qui est entre les deux, un certain nombre d'activités, puisque finalement l'océan c'est aussi une nouvelle ressource, c'est l'espace même. Et concernant le fait que la naturalité de l'océan est une valeur, nous allons avoir, par rapport à ce type d'usage, beaucoup de travail à faire. Donc, nous avons été un certain nombre, avec les Nations Unies, à discuter de cet aspect-là, qui a été dans un mouvement qui était la décennie des sciences de l'océan des Nations Unies. Et nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que la chose la plus importante pour l'état de l'océan était de réduire les pressions que nous réalisions sur l'océan, c'est-à-dire les pressions anthropiques, que nous devions, pour essayer d'avoir un état de l'océan qui soit satisfaisant, nous appuyer sur la connaissance scientifique. Et ça voulait dire promouvoir
une gouvernance de l'océan qui était à revisiter. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez ce schéma qui représente les différentes instances des Nations Unies qui concernent l'océan, vous avez UNCLOS, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la division qui s'occupe là du droit de la mer. Mais vous avez pour, par exemple, l'environnement, vous avez l'UNEP, pour la science, vous avez l'UNESCO, pour la pêche, vous avez la FAO. Bref, l'océan est saucissonné en une multitude de divisions qui ne se parlent pas forcément et qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui en silo. Et c'est en partant de cette constatation que nous avons commencé à élaborer cette histoire d'IPOS. Tout a commencé avec un séminaire réalisé avec l'IFM, Catherine Chabot, le CNRS, autour de cette notion d'océan bien commun de l'humanité, qui était destinée à alimenter au niveau européen l'accord BBNJ. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez intéressant de voir que l'Europe, là, a joué un rôle assez important. Nous avons aussi été actifs au niveau de la détermination des termes pour l'ODD 14 et donc se placer dans la stratégie du développement durable 2030 nous paraissait aussi important. Et cet IPOS était destiné à anticiper l'évolution de l'état de l'océan afin de construire des solutions pour un océan durable. Aligné avec la décennie des sciences de l'océan, ça veut dire amplifier la question de l'utilisation de la connaissance scientifique, générer aussi des compréhensions qui soient désirables sur la compréhension du comportement de l'océan et qui nécessitaient aussi de développer la connaissance et les gaps de connaissances. Donc, pour faire un résumé simple de cet ensemble, en fait, pourquoi l'IPOS ? Il y avait le besoin de donner aux décideurs publics une vision globale qui soit transdisciplinaire de l'océan pour élaborer des actions pertinentes, concertées et ambitieuses, parce que justement, aujourd'hui, il y avait un frein à cette activité qui était le fait que l'océan soit traité de manière fragmentée. Et nous souhaitions avoir cette ambition de créer un panel d'ampleur mondiale. Un petit peu au départ, l'idée, c'était de faire un GIEC de l'océan. Mais l'évolution et l'approfondissement de nos concepts nous ont conduit à considérer que le World Ocean Assessment avait cette fonction au niveau des Nations Unies. Il faut dire aussi que la création aussi de la première conférence One Ocean Planet à Brest a joué un rôle important. Nous avons été là en mesure de présenter notre utopie, disons, et l'Europe a écouté avec attention ce projet et a souhaité, à la deuxième conférence des Nations Unies à Lisbonne pour l'océan, en faire une de ses recommandations, ce qui fait que nous avons commencé à travailler avec la DG Marée et les autres directions générales de l'Europe sur quelle serait la valeur ajoutée d'un IPOS. On a commencé par faire un Seascape Assessment qui a donné lieu à une publication il y a très peu de temps. Et la suite, c'est que nous aurons dans l'avenir, sans doute, j'attends tous les jours le résultat d'un EU Tender qui nous permettra non seulement de donner nos objectifs, mais aussi de donner une structure concrète et une stratégie pour 2025. Je voulais revenir sur un point qui est qu'on a parlé de ça. Le problème des changements transformateurs, c'est la philosophie des stratégies du développement durable. Et la notion de futur souhaitable, c'est aussi dans cette stratégie-là. Il y a une différence, on en a très peu parlé aujourd'hui,
entre le GIEC et l'IPBES. Le GIEC a été, pour nous, scientifiques, je dirais une réalisation formidable, parce que c'est un modèle académique qui permet d'agir finalement sur la société, et personne, ou encore très peu de gens, refusent de reconnaître la véracité du changement climatique. À côté de ça, il y a eu l'IPBES bien plus tard, 15 ans après, qui s'est mis en place avec la différence, avec d'emblée je dirais une cible politique. Et cette cible politique sur la biodiversité repose sur finalement 3 valeurs pour la biodiversité. C'est-à-dire le fait qu'il y a la nature pour la nature pour la société et la nature pour la culture. Ce qui veut dire que nous sommes dans ce second cas de réalisation par la communauté scientifique de scénarios qui s'orientent de façon différente de celle qui a été faite par le GIEC sur la notion de valeur. Je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ça ouvre la porte aussi à ce qu'on a appelé tout à l'heure la notion de récit et l'importance qu'il peut y avoir à présenter en des termes désirables la façon dont nous devons présenter les choses. Peut-être que j'irai très vite là-dessus, mais nous avons l'ambition aussi d'être plus systémique, plus inclusif, plus agile, plus efficace et aussi plus innovant. Mais ici, on a vu ce matin que tout le monde est innovant et que dans l'océan, nous avons une créativité qui est particulièrement développée. Je vais passer aussi là-dessus vite, puisque c'était qu'allons-nous faire dans les 2 années à venir, enfin l'année à venir et demie. Ce qu'on souhaite, c'est avoir une possibilité de développer des coalitions. Nous avons des coalitions d'institutions scientifiques, nous avons des coalitions de réseaux sur les petites pêches artisanales, nous avons aussi une coalition sur les jeunes de l'océan, et ces coalitions nous permettent de pouvoir alimenter une réflexion autour, pour l'instant, de 3 groupes de travail qui sont le Deep Sea, qui sont l'éolien en mer et qui sont la petite pêche artisanale dont j'ai parlé. Voilà, je vous remercie. Et ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse discuter après, avec vous, sur la possibilité d'aller plus loin. Je voulais aussi dire que je pense que l'Institut de l'Océan et l'IHEDN forment en tout cas une communauté qui, pour l'avenir de l'IPOS, sera absolument décisive. Merci beaucoup.